Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, bientôt 14 h. Merci d'être avec nous pour l'après-midi info. Nous sommes ensemble cet après-midi jusqu'à 17 h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, la Russie prolonge l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1, vital pour l'approvisionnement de gaz des Européens. Gazprom évoque des fuites d'huile sur une turbine. Y aura-t-il des coupures de gaz cet hiver en Europe? On en parle dans ce journal. Fin de cavale pour l'escroc anglais en fuite après l'inspection de son élevage canin dans la Creuse il y a 9 jours. Robert Andy Fregard avait blessé 2 gendarmes. Il a été interpellé hier en Belgique. Les détails sur son arrestation dans ce journal avec Dominique Marie. Plus de 2 millions de visiteurs attendus sur le week-end. Des moules frites, des stands en tout genre. La braderie de Lille fait son retour après 2 ans d'absence. Anne-Sophie Varmont nous fait découvrir les bons plans et les dessous de cet événement. Et puis cette... L'Europe sera-t-elle privée de gaz cet hiver? C'est la grande question qui se pose alors que la Russie, via le géant Gazprom, a annulé la réouverture du gazoduc Nord Stream 1. Gazprom a indiqué avoir découvert des fuites d'huile dans une turbine. Avec nous, Patrice Geoffron. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Pour bien comprendre ce qu'il est en train de se passer, quelles conséquences, selon vous, après cette décision donc de Gazprom? Les conséquences sont de fait assez mineures parce que ce qu'il faut observer, c'est que finalement, depuis plusieurs mois, il y a une série de marches d'escalier qu'on descend et donc c'en est une de plus. Et derrière tout ça, il y a un intérêt du côté russe de telle manière à introduire de l'incertitude, ce qui concourt à faire monter les prix. Mais de fait, cette nouvelle n'est pas en tant que telle un bouleversement. Je pense qu'on est appelé à se reparler toutes les semaines s'il s'agit de commenter, encore une fois, cette confusion qui est introduite du côté russe. Officiellement annonce comme raison des fuites d'huile sur une turbine. Est-ce que concrètement, ces fuites d'huile, elles peuvent mettre à l'arrêt tout un gazoduc ? Alors en tout cas, c'est un argument que fait valoir, vous venez de le dire, Gazprom. On peut observer que du côté allemand et du côté de Siemens en particulier, qui notamment est en charge de la maintenance et qui, si j'ai bien compris, est à l'origine d'une des pièces incriminées, considère que l'argument n'est pas valable. On observe que dans le même temps, via un autre gazoduc, celui qui passe par Kiev, on annonce une augmentation du volume et cette augmentation du volume n'est pas suffisante pour compenser celle du côté de Nord Stream 1. Donc on voit là qu'il y a un système de tension qui vient se confirmer. Et puis une hypothèse, c'est la suivante, c'est qu'à un moment du côté de la Russie, on va mettre en avant le fait qu'il y a un très très beau gazoduc qui est le cousin de Nord Stream 1 et qui s'appelle Nord Stream 2. Et qui est juste à côté, et qui est évidemment sous embargo, donc le gaz n'a pas vocation à circuler, mais ce qu'on espère, j'imagine, du côté russe, c'est voir augmenter une pression à l'abord de l'hiver, de telle manière à faire plier notamment les Allemands en les conduisant à autoriser la circulation du gaz via Nord Stream 2. Vous restez avec nous, Patrice Geoffron. Le fabricant allemand de turbines Siemens Energy estime, lui, qu'une fuite d'huile ne peut pas, à elle seule, justifier l'arrêt du gazoduc. Alors, comment réagissent les pays européens, en Allemagne notamment? On imagine là-bas que c'est l'inquiétude. Violette Bonnema, vous êtes notre correspondante à Berlin. Comment réagit-on sur place, Violette? Alors de l'inquiétude, on en ressent parmi les classes populaires et moyennes allemandes. On s'interroge s'il y aura assez de gaz pour tout le monde cet hiver ou si les prix ne seront pas tellement si élevés qu'en fait ce sera impossible de les payer à cause de cette nouvelle, cette aggravation du manque de gaz. Les factures, déjà, on s'attend à une augmentation des factures, une multiplication par 4. Cette inquiétude, on la ressent également dans les milieux économiques, notamment la chimie, la pharmacie, la métallurgie, autant de secteurs clés pour la première économie d'Europe, des secteurs clés qui commencent déjà à se mettre au ralenti, moins 10% de production dans la chimie depuis le début de l'année. Et hier, par exemple, le grand groupe sidérurgique ArcelorMittal a annoncé la mise à l'arrêt de 2 hauts fourneaux en Allemagne, à Hambourg et à Brême. Pour autant, du côté des autorités, le message, c'est pas de
panique. Le communiqué de presse qui a suivi l'annonce de Gazprom hier a été très sobre. Ici, on rappelle en fait, les progrès qui ont été effectués depuis le début de la guerre en Ukraine. Avant la guerre, l'Allemagne était dépendante à 55% du gaz russe. Aujourd'hui, on est tombé sous la barre des 10%. Par ailleurs, les réservoirs de gaz se remplissent plus vite que prévu grâce à la solidarité européenne. Et puis, le gouvernement a lancé un vaste plan de solidarité pour économiser le gaz. Et puis, des aides très attendues, bien sûr, doivent être prochainement annoncées pour aider les entreprises et les ménages. Le chancelier Olaf Scholz se veut donc rassurant. L'Allemagne est bien mieux préparée. L'Allemagne, dit-il, est en bien meilleure position que ce qui était envisagé il y a encore quelques mois pour faire face à cette pénurie de gaz en provenance de Russie. Merci Violette Bonnebat pour ce point de situation donc en Allemagne. L'Allemagne dont on va voir que ses stocks de gaz sont donc en effet un peu meilleurs que ceux qui étaient prévus. 84% de stocks de gaz. En Europe, on voit ces chiffres et également les pays les mieux dotés restant le Portugal et la France avec 92% de stocks de gaz. Patrice Geoffron, on revient avec vous. Si ces coupures se poursuivent, la Russie, est-ce qu'elle va pouvoir faire plier les pays européens ? C'est un peu ce qu'on peut comprendre de la volonté, encore une fois, de ce clair-obscur, de souffler successivement le chaud et le froid, parce qu'il y a une volonté du côté russe, finalement, de mettre en tension l'arrivée vers l'hiver prochain. Parce que ce qui a été dit par votre correspondante en Allemagne est extrêmement intéressant. On comprend que finalement, plus on va avancer au fil des mois, et a fortiori, évidemment, dès lors qu'on aura passé l'hiver, mieux on sera préparé à affronter l'hiver qui suivra. Et donc, il y a une volonté de mettre en pression à la fois le système économique et puis nos sociétés globalement. Évidemment, ce qui est en train de se passer provoque de la sidération. Et évidemment, ça doit conduire les populations en particulier, de part et d'autre du Rhin notamment, à avancer dans la sobriété. J'entendais une pub avant que vous ne m'appeliez à l'antenne sur Engie, donc qui remercier un certain nombre de ces consommateurs d'avoir fait des efforts. Globalement, les consommations ont d'ores et déjà baissé de 5%, ce qui est intéressant, bien que ce soit insuffisant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, il va falloir organiser une double solidarité entre les pays européens qui ont le plus de tensions et les autres. Et nous sommes plutôt dans une situation, j'allais dire, favorable. Les stocks sont relativement élevés, même si le niveau des stocks ne permet de couvrir qu'un tiers de la consommation. Mais surtout, nous avons des capacités d'importation de gaz naturel liquéfié que n'ont pas l'Allemagne. Donc, il y aura probablement des solidarités organisées. Puis, ces solidarités, il faut également les organiser, j'allais dire, entre les ménages et l'industrie. Les ménages vont être prioritaires. Évidemment, il n'est pas question de couper le gaz, notamment à l'est de l'Europe, s'il devait faire très froid. Donc, il y a des garanties qui sont données aux ménages. Mais plus les ménages consommeront de gaz, moins il restera de gaz disponible pour l'industrie. Et donc, à ce moment-là, on risque d'être rattrapé par des tensions sur l'activité économique, peut-être du chômage. Donc, c'est cette compréhension d'ensemble qui est nécessaire. Mais encore une fois, en ayant à l'esprit, et ça me paraît être un message d'espoir, si je puis dire, que on a face à nous un col qui est l'hiver qui se profile. Et ce col sera plus ou moins élevé selon les rigueurs de l'hiver. Évidemment, on n'a pas la main dessus. Mais plus on va avancer ensuite, plus on aura de réponses. Voilà, d'où l'intensité que met et l'ingéniosité que met Gazprom et la Russie globalement à jouer à l'heure actuelle avec nos nerfs. Merci beaucoup Patrice Geoffron pour ce décryptage très intéressant avec vous en direct cet après-midi sur BFM TV. Il y aura du gaz cet hiver selon le gouvernement qui se veut rassurant pour l'hiver qui approche. Le ministre délégué au budget Gabriel Attal indique aussi que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement serait maintenu en 2023. On va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi? C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et c'est pas incompatible. Et 24 milliards, le bouclier. Et on peut trouver, 24 milliards en 2022. On peut trouver un point d'équilibre qui nous permet de tenir nos finances publiques parce que dépenser sans compter, à la fin, c'est taxer pour rembourser. Et ça, on veut l'éviter aux Français. Et donc, on est passé, je l'avais eu l'occasion de le dire, du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. On est obligé de faire des arbitrages et de prendre des décisions. Des pistes de solutions étudiées alors que les prix de l'énergie devraient continuer d'augmenter dans les prochains mois. Alors pour y faire face, vous allez voir, certaines communes ont d'ores et déjà décidé de faire tourner leurs infrastructures au ralenti. Oui, des musées, des piscines et autres services municipaux pourraient être amenés à fermer. C'est déjà le cas dans certaines villes. Reportage d'Hugo Smag et Paul Lang. Des musées fermés 2 jours par semaine au lieu d'un à Strasbourg.
Décision prise par la mairie d'abord en raison d'un manque de personnel. Mais avec la crise énergétique, la mesure va permettre aussi de faire de précieuses économies. Alors, dès octobre, il faudra se faire au nouveau créneau d'ouverture. Nous avons opté pour les mesures, on va dire, les moins impactantes possibles, les moins impactantes en tenant compte de la répartition de la fréquentation sur la semaine. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour le mercredi et le jeudi et non pas le vendredi. En fermant plus souvent ses musées, la mairie veut faire baisser sa facture de gaz. Et il y a urgence. En l'absence de mesures prises, celle-ci pourrait être multipliée par 5 l'année prochaine, passant de 12 à 60 millions d'euros. D'autres municipalités ont d'ores et déjà pris des précautions similaires, comme ici dans l'Hérault, où les piscines seront désormais fermées 1 jour et demi par semaine, avec à la clé des économies estimées à 320 000 euros sur l'année. Une mesure qui ne plaît pas à tous les riverains. C'est vrai qu'on a besoin de faire des économies, mais est-ce qu'en fermant une piscine, ça rapporte davantage? Il y a d'autres façons de faire que de fermer les piscines et tout ça, quoi. Il y a peut-être d'autres procédés à faire, quoi. Il faudrait voir. Avec un prix du gaz qui pourrait être multiplié par 5, la ville de Barentin en Normandie tente elle aussi de limiter ses dépenses. Cette fois-ci, ce sont les écoles qui sont concernées. Les salles de classe vont être chauffées différemment pour réduire les coûts. L'objectif que nous avons, c'est d'ici quelques semaines, c'est de raccorder 2 écoles de la ville à une chaufferie bois. C'est 6 fois moins cher que le gaz au jour d'aujourd'hui. Et de toute façon, on voit bien que la tendance actuelle, elle est quand même à l'augmentation du prix du gaz. Donc c'est aussi une assurance pour durer. D'autres villes comme Lille ont déjà annoncé vouloir diminuer l'éclairage extérieur et mettre à l'arrêt les fontaines publiques. Objectif, diminuer la consommation d'énergie de 10%, comme annoncé par le gouvernement. À l'étranger, l'Ukraine a reconnu avoir frappé une base russe près de la centrale nucléaire de Zaporijjia. La visite des experts internationaux, elle se poursuit. Et 2 agents de l'AIEA restent sur place, selon le patron de l'agence. La centrale est toujours aux mains des troupes russes. Et alors que la menace d'un incident majeur plane toujours donc à Zaporijjia, la sécurité civile essaie toujours de sensibiliser la population sur les gestes à faire en cas de problème. Reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Joao Alencar et Jérémy Père. Voici les instructions à suivre en cas d'incident à la centrale nucléaire. Sur le parking d'un centre commercial, la sécurité civile ukrainienne a monté ses 2 tentes bleues. Objectif, informer la population sur les risques nucléaires. C'est vraiment nécessaire de venir, car on apprend des choses ici. Par exemple, comment improviser un masque pour se protéger des poussières radioactives. Et maintenant, ça fait une sorte de masque à gaz en protégeant notre système respiratoire et nos yeux. Une opération qu'il répète 3 fois par semaine. Les gens posent généralement des questions sur les comprimés d'iode. Ils demandent aussi parfois des conseils pour rendre leur appartement hermétique. Ils ont besoin de savoir où se cacher et attendre juste après l'incident. Pour rassurer la population, ce camion a été installé dans la ville. Il permet de mesurer, entre autres, les taux de radiation. Nous pouvons voir ici des informations sur le taux de chlore, la vitesse du vent ou la température. En cas d'incident majeur, ce parking situé à l'est de Zaporijjia est un point de rassemblement pour les habitants si l'ordre d'évacuer est donné. Dans l'actualité également, cette mosquée qui a été touchée par un incendie la nuit dernière à Rambouillet dans les Yvelines. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel alors que la piste intentionnelle est privilégiée. Vous voyez ici le message de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui exprime sa solidarité avec les musulmans de Rambouillet et qui annonce donc l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur son origine. Réaction également de Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Toute ma solidarité également avec les musulmans de Rambouillet, très vraisemblablement la victime d'un acte criminel. Vous êtes ici chez vous. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions civiques, philosophiques ou religieuses. Nous ne laisserons pas diviser notre pays. Fin de citation. Dans l'actualité également, la fin d'une cavale de 10 jours pour Robert Andy Frigard, impliqué dans un refus d'obtempérer dans la Creuse. Cet escroc britannique a été interpellé hier en Belgique, tout près de Bruxelles, à Grand Bigard. On retrouve sur place Dominique Marie. Dominique, comment s'est déroulée cette arrestation ? En fait, c'est sur cette portion d'autoroute qu'a été interpellé en fin d'après-midi Robert Andy Frigard. Il était en fait à bord
du véhicule avec lequel, une semaine plus tôt, il avait renversé 2 gendarmes. Un des 2 gendarmes, d'ailleurs, a été grièvement blessé. En fait, c'est en passant la frontière que les policiers belges ont reçu une alerte, parce qu'évidemment, ce véhicule avait été signalé comme potentiellement occupé par cet individu. Il était donc inscrit à un fichier et en passant la frontière, il y a un système de caméras qui scanne les plaques d'immatriculation. C'est comme ça que les policiers belges ont eu l'alerte et ensuite la police autoroutière des Flandres occidentales a décidé d'intervenir et c'est donc pas très loin d'ici que cet individu a été interpellé sans heurts, nous disent les policiers, donc rien à voir avec ce qui s'était passé une semaine plus tôt dans la Creuse. Alors, toute cette affaire évidemment a pris une ampleur plus importante, il y a eu un peu plus de sel si je puis dire, quand on a découvert la semaine dernière que cet homme en fait était un escroc notoire au Royaume-Uni. Il arrivait à convaincre des victimes de leur donner de l'argent, il se faisait passer en fait pour un espion anglais et à tel point que cet homme était tellement manipulateur, il arrivait tellement à avoir une certaine emprise sur ses victimes que Netflix a fait un documentaire sur lui. Le prochain épisode pour cet homme, ce sera un bureau du juge, bureau d'un magistrat ici dans les environs de Bruxelles et puis sans doute un transfert en direction de la France dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci pour ces derniers éléments de détail. Dominique Marie avec Mélodie Sorza en direct de Grand Brigard près de Bruxelles en Belgique. On revient en France à présent. Ou à Marseille, la Poste a dû prendre une décision assez radicale dans la cité de la Bricarde, un quartier gangréné par le deal. La Poste refuse de livrer les colis ou encore le courrier en cause une violence grandissante avec des règlements de compte, une insécurité pour les facteurs. Résultat, des habitants qui regrettent malheureusement d'en payer les conséquences. Ça fait 40 ans que je suis là, à la Bricarde, ça ne s'est jamais passé ça. Bien sûr, ça m'étonne quand on commande une commande de linge ou, vous savez, et qu'on ne le reçoit pas, ben c'est emmerdant, ouais. C'est emmerdant surtout. Parce qu'on ne reçoit pas à temps les colis, voilà. Encore une fois, la République, elle est plus présente dans nos quartiers et c'est vraiment une situation désolante parce que de par les violences, de par l'insécurité dans nos quartiers, c'est nous au final qui payons le prix fort, c'est nous au final qui ne voyons plus les services publics, c'est nous au final qui sommes considérés comme des citoyens de seconde zone et ça c'est vraiment un danger pour les habitants des quartiers nord. Allez, on va prendre la direction de Lille à présent. Après 2 ans de Covid, c'est le grand retour de la traditionnelle braderie de Lille. Anne-Sophie Varmont, vous êtes sur place. C'est un événement très populaire qui va attirer bien sûr de très nombreux visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette braderie, Anne-Sophie ? Écoutez, vous pouvez trouver 2 tours. Regardez, je vais vous faire un petit peu le tour. Vous avez tout d'abord des jouets pour enfants. Alors en plus ici, c'est pas cher, c'est les enfants qui vendent, on va pas se mentir, c'est plutôt autour d'1 € l'objet, donc vous pouvez faire des bonnes affaires. Vous avez un vélo, vous avez aussi un très gros stand de vêtements pour enfants. Les parents le savent, les vêtements pour enfants, il faut les changer très régulièrement. Vous avez aussi derrière moi quelque chose qui est pas forcément très courant. Vous avez un lit, vous voyez, le lit, il est à vendre. Très joli lien que vous pouvez acquérir. Et puis évidemment, on va demander aux exposants qu'est-ce qui se vend le mieux. Saskia, dites-nous depuis ce matin, qu'est-ce qui marche auprès des acheteurs ? Je dirais ce qui a marché le plus, c'est les chaussures de marque. Peu importe leur état, ça part, ça se vend bien. Et sinon, les affaires d'enfants, nous on en achète aux braderies et on revend après aux braderies. La négociation, elle est difficile. Les gens, ils essaient quand même d'avoir au prix le moins cher ? Oui, clairement. On peut proposer quelque chose qui coûte 80,9 € à 3 €, on va négocier pour l'avoir. C'est vraiment très, très, très sévère. Une question aussi sur l'effet seconde main. Est-ce que les gens, ils viennent pour des considérations environnementales, éthiques, de venir acheter des produits qui ne sont pas neufs, tout simplement parce que c'est meilleur pour la nature, en plus d'être moins cher ? Ça, je ne sais pas le dire. Je pense que dans le coin, on est vraiment habitué avec la braderie. Et toutes les braderies, il y en a des dizaines par an à acheter de seconde main. En tout cas, peut-être que certaines personnes qui n'osaient pas avant, ils le font plus maintenant. Mais je pense qu'ici, on est habitué. Merci beaucoup Saskia et bonne vente parce qu'on voit que ça marche très bien. Alors pourquoi vous avez beaucoup de choses ? Parce qu'ici aussi vous avez 80 km d'étal au total sur toute cette braderie, 8000 exposants et ça dure jusque demain 18h. Alors les spécialistes nous disaient aujourd'hui ça négocie pas mal, mais demain c'est plutôt des gens qui flânent et a priori les flâneurs ils achètent un peu plus cher. Donc il y a aussi des petites choses qui restent derrière sur les côtés pour être sorties demain. Merci beaucoup pour ces découvertes. Anne-Sophie Varmont en direct de la Grande Braderie de Lille avec Alizé Boissin pour BFM TV. Pour terminer
Cette image impressionnante, celle, vous allez voir, d'une baleine, un rorqual commun de 20 mètres de long tout de même, échoué sur l'île de Sein. Alors c'est relativement rare. Par sa taille, c'est le second plus grand mammifère sur la planète, après la baleine bleue. Les raisons de l'échouage restent encore inconnues. La mairie de l'île de Sein, en Bretagne, a interdit la zone au public et à la baignade. Elle recommande également aux navigateurs dans la zone de faire évidemment très attention. Et puis on parle aussi de sport pour finir cette édition. La reine Serena Williams quitte son royaume après sa défaite à l'US Open chez elle face à l'Australienne Tomljanovic en 3-7. L'Américaine qui a sans doute joué le dernier match de son immense carrière. Serena Williams qui semble bel et bien prête à tourner la page de 27 ans d'une carrière phénoménale qu'il a installée dans le Gotha du sport mondial avec 23 titres du Grand Chelem, 4 titres olympiques. On écoute. Je veux juste remercier tout le monde ici, d'être à mes côtés depuis des années, des décennies, oh mon Dieu, vraiment des décennies. Ce sont des larmes de joie, je suppose, enfin, je ne sais pas. Y a-t-il une chance pour que vous changiez d'avis ? Je ne pense pas, mais on ne sait jamais, je ne sais pas. La reine Serena, donc, qui peut-être tire sa révérence, on en saura plus d'ici les prochains jours peut-être. Les chiffres vertigineux le prouvent. C'est un événement à présent, une grande première. Vous allez voir, ce soir, Paris accueille à l'Accor Arena de Bercy un autre sport, une soirée de l'UFC, l'organisateur de MMA, vous savez, ce mixed martial arts, cet art martial, avec un combat principal, un Français, Cyril Gane, une star mondiale de ce sport, Antoine Sabardin avec Maria Azé. Representing Paris, France, Cyril Gane. Il suffisait d'entendre la ferveur du public de Bercy hier lors de la pesée pour comprendre l'attente autour de Cyril Gane. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un combattant pareil. Il a l'agilité d'un poids léger alors que c'est un poids lourd. Je pense que c'est l'exemple du champion, très humble. C'est une bonne personne. Qui représente, je dirais, bien les valeurs françaises. Avant, on avait la chance d'avoir des combattants à l'UFC, mais peut-être un petit peu moins médiatisés. Et là, Cyril, c'est vrai qu'il est arrivé depuis 2 ans comme une météorite dans le sport, quoi. Devenu véritable figure de proue du MMA dans l'Hexagone, à 32 ans, le Vendéen va pourtant disputer ce soir le 12e combat seulement de sa carrière. Il en a remporté 10, dont 4 avant la limite. Et attend avec impatience sa première sortie devant son public. Je vais donner le meilleur de moi-même, comme d'habitude, vous me connaissez. En tout cas, je compte vraiment sur vous pour faire comprendre à l'UFC, à Dana, au monde entier, qu'on fait partie de la planète MMA. Vraiment, vous êtes super. Et je compte vraiment sur vous, vraiment. Merci beaucoup. Moins de 4 ans après ses débuts dans la discipline, le poids lourd d'1m95 pour 112 kg est passé proche du titre mondial en janvier dernier face au Camerounais Ganou. Ce soir, Cyril Gane affrontera le numéro 4 mondial Tai Tuivasa. L'occasion de poursuivre son ascension au sommet du MMA. À suivre sur BFM TV, fini la livraison de colis et de courriers dans un quartier de Marseille. Décision de la Poste face à la délinquance et aux actes de violence, notamment à l'encontre des facteurs. Fini également la livraison de gaz cette fois-ci. Et c'est Gazprom qui l'annonce après l'annulation donc, de la réouverture de son gazoduc Nord Stream 1. Raison invoquée par le géant russe des fuites d'huile supposées sur une turbine. On vous en parle dans notre journal dans quelques minutes. À tout de suite. Tombé. J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage. J'y pense depuis un moment et je pense que je suis prête à quitter Paris. Plein de gens sont en télétravail maintenant. Alors, pourquoi pas moi ? Je pourrais aller vivre ailleurs, avoir plus d'espace, un balcon, voire même un jardin. Ça serait sympa, non ?
Consommer plus responsable. Un jour, le monde sera sûrement moins gourmand en ressources et en énergie. Il produira moins de déchets. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. En 2 ans, plus de 41 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour une réparation auto plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Déjouez la ville avec le Peugeot 2008 à partir de 290 € par mois, sans apport. Comment réduire notre utilisation du plastique? Comment faire au quotidien pour devenir plus responsable? Do it like this. Alors ta soirée, t'as sauvé le monde? On a tous le pouvoir d'agir au quotidien. Merci aux 36 000 clients Engie qui ont participé au challenge de réduction de consommation d'énergie avec mon programme pour agir. Ce qui a permis d'économiser l'équivalent de 139 tonnes de CO2. J'agis avec Engie. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance. Trophée d'or de l'assurance vie pendant 15 années consécutives et meilleure banque 2022. Fortunéo, j'aime ma banque. Eh frérot, t'as encore changé de mode de chauffage? Et c'est l'isolation par l'extérieur. Ma mère s'est inscrite sur groupeverlaine.com. Ils s'occupent de tout, même des aides. Pour notre maison, elle ne paie que 79 € par mois. Ils lui ont même refait ses façades. Groupe Verlaine, on t'aime. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Heureusement, les règles ont changé. Collaborez efficacement grâce au PC portable, HP Elite Dragonfly et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? La météo avec l'adresse. Assez de changer de mode de chauffage. Gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Et après les orages de la journée d'hier, de la soirée d'hier, de la nuit, eh bien, retour au calme progressivement dans le courant de ces prochaines heures. Là, vous le voyez, on a quand même cette très belle dépression ici au large de l'Atlantique qui va avoir plusieurs conséquences. Elle va déjà véhiculer sur le pays de l'air plus chaud et elle va aussi apporter sur la pointe bretonne quelques précipitations. On les voit ici qui vont arriver donc sur la pointe bretonne. Ce sera surtout pour demain matin, ces pluies qui seront même assez soutenues, qui frôleront jusque sur la pointe du Cotentin. Partout ailleurs, vous le voyez, le soleil sera de retour. Alors ici ou là, on pourrait avoir quelques brouillards, quelques plaques de grisaille, des entrées maritimes toujours, mais essentiellement des nuages sur le golfe du Lion, une petite averse possible sur la Côte d'Azur. Et dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver ces très larges éclaircies et toujours cette perturbation qui a vraiment du mal à rentrer sur le pays dans ce flux de secteur sud. Avec ces températures, on va le voir, qui vont remonter. On aura peut-être quelques averses orageuses ici entre le Poitou-Charentes, le Limousin, toujours des entrées maritimes sur le golfe du Lion, mais en atténuation par rapport au matin. Et puis un coup d'œil donc à vos températures qui vont remonter déjà demain pour ce dimanche. Alors en matinée, elles seront en baisse au nord. On attend 10 à Reims, 15 à Paris, 15 à Lille. Il fera 14 degrés à Grenoble, 16 degrés sur la côte aquitaine, encore 21 à Nice. On est toujours au-dessus des 20 degrés, donc toujours des nuits qui restent tropicales, des nuits chaudes. Demain après-midi, regardez, le mercure grimpe. On attend jusqu'à 33 degrés à Bordeaux, 28 à Paris. La valeur la plus basse, sous les pluies, 21 degrés. Ce sera du côté de Brest. Un rapide coup d'œil à votre journée de lundi avec, ensuite, cette dépression large de l'Atlantique va nous apporter plusieurs vagues orageuses, en tout cas un temps instable, un temps orageux sur le pays. On va conserver lundi des entrées maritimes sur le golfe du Lion.
l'urgence pour un projet avec l'adresse. C'était la météo avec l'adresse. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupeverlaine.com. 14h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi. À la une de l'actualité, plus de courrier à la Bricarde. Les postiers refusent désormais d'effectuer leur tournée quotidienne dans ce quartier du nord de Marseille, gangréné par l'insécurité. Notre invité dans quelques minutes, Yann Kébizé, secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud PTT 13. Le gaz sera-t-il coupé en Europe cet hiver? Inquiétude après la décision de Gazprom d'annuler la réouverture du gazoduc Nord Stream 1. Le géant russe explique avoir détecté des fuites d'huile sur une turbine. Les explications et l'analyse dans ce journal. Ligotés et couverts d'excréments, 10 enfants d'une même fratrie ont été découverts vivant dans des conditions ignobles depuis des années dans le Pas-de-Calais. Leurs parents ont été interpellés. Nous retrouverons notre reporter Yael Kahn à Noyelles-sur-Lens dans un instant. Et puis la deuxième sera-t-elle la bonne? Après une première tentative ratée lundi à cause d'un problème technique, la fusée Artemis doit décoller de Cap Canaveral en Floride vers la Lune à 20h17 heure française. Les prévisions météo sont encourageantes. Décollage qui sera à suivre en direct sur BFM TV. Mais tout d'abord, cette situation d'insécurité telle dans le quartier de la Bricarde à Marseille que la Poste a décidé de suspendre ses tournées dans certains blocs de la cité. Plusieurs règlements de compte et même un enlèvement en pleine journée y ont eu lieu cet été. Oui, les postiers se sentent en danger et certains habitants sont eux privés de leur colis. Julien Mancini avec les équipes de BFM Marseille et Emmanuel Binet. Depuis plusieurs mois, Marie ne reçoit plus son courrier ni ses colis dans sa boîte aux lettres. Ça fait 40 ans que je suis là, la Bricarde, ça s'est jamais passé, ça. Bien sûr, c'est embêtant quand on commande une commande de linge, ou, vous savez, et qu'on ne le reçoit pas, ben, c'est emmerdant, ouais. C'est emmerdant surtout. Parce qu'on ne reçoit pas à temps les colis, voilà. En cause, l'insécurité grandissante dans ce quartier où des bandes rivales s'affrontent sur fond de trafic de stupéfiants. Cet été, la Bricarde a connu plusieurs règlements de compte ainsi qu'un enlèvement en pleine journée. Alors face à ce phénomène, la Poste explique protéger ses salariés. Si la sécurité des agents ou des marchandises est en jeu, nous renonçons à distribuer au domicile du destinataire. Démonstration sur le site. Impossible de programmer une livraison dans le quartier. Un message indique que la zone n'est plus distribuée par les facteurs. Une disparition de services publics pourtant essentiels, dénoncée par cette association. Encore une fois, la République elle est plus présente dans nos quartiers et c'est vraiment une situation désolante parce que de par les violences, de par l'insécurité dans nos quartiers, c'est nous au final qui payons le prix fort, c'est nous au final qui ne voyons plus les services publics, c'est nous au final qui sommes considérés comme des citoyens de seconde zone et ça c'est vraiment un danger pour les habitants des quartiers nord. En attendant un éventuel retour des facteurs, les 2500 habitants de la Bricarde doivent se déplacer au bureau de poste pour récupérer leur courrier. Et la direction régionale de la Poste a annoncé que si la sécurité des agents ou des marchandises était en jeu, eh bien elle renoncerait à distribuer au domicile du destinataire. Bonjour Yann Kébizé, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud PTT 13. Alors tout d'abord, depuis combien de temps est-ce que vous constatez cette situation de grande insécurité dans le quartier de la Bricarde ? Alors, au-delà de la problématique globale sur certaines cités marseillaises, qui font d'ailleurs l'objet d'une réhabilitation et dans lesquelles on investit de plus en plus, ou réinvestissons de plus en plus de services publics, il y a effectivement certes une dégradation dans certaines cités comme la Bricarde. La difficulté, elle n'est pas nouvelle, mais on avait déjà pris des mesures, si vous voulez, qui nous permettaient de distribuer le courrier avec deux aspects, la sûreté. Ça, c'est pour l'aspect les biens qu'on transporte, et puis la sécurité, notamment des facteurs et de toutes les personnes qui peuvent être amenées à rentrer dans le quartier au titre de la Poste. Donc cette problématique, si vous voulez, pour nous, elle n'est pas nouvelle, et je dirais qu'elle ne restera pas nouvelle ce soir, pas plus que ça a commencé à le devenir. Il y a quand même une problématique qui est récurrente, qui est vieille, et sur laquelle on commence à peine à ouvrir les yeux, et qui effectivement nécessite qu'on remette du service public postal. Par exemple, on est le dernier agent de l'État qu'on voit à la Bricarde. Nous, on n'a pas l'intention d'arrêter du côté des facteurs qui vous distribuent le courrier.
Pour ce qui est des colis, là on est à une entreprise sous-traitante, donc j'allais dire qu'on s'est presque privé de pouvoir décider ce qu'on allait faire, notamment à la Bricarde, mais ça vaut pour tout le 15e arrondissement notamment, le 16e également. Ça, ce sont des questions, vous voyez, si nous à la Poste, en tant que service public, on se prive de cette réflexion par la sous-traitance de la distribution des colis, je pense qu'on rate quelque chose. Ce qu'il faut poser clairement auprès de la population, c'est le maillage territorial, le lien social qu'il y a à la Bricarde, de retisser ces liens-là pour qu'on puisse continuer à punir personne. Personne n'est responsable des trafics en tout genre qu'il peut y avoir dans n'importe quel quartier de Marseille. Nous sommes le garant de la distribution du service public. Il faut simplement qu'on soit en sécurité et que les biens soient en sûreté. Pour bien comprendre, concernant les postiers, de quels agissements est-ce qu'ils sont victimes? Est-ce que ce sont des menaces? Est-ce que ce sont des violences? Expliquez-nous concrètement la situation. Alors, le plus courant, c'est le larcin et le vol. C'est-à-dire, vous avez donc on transporte des objets avec des véhicules qui ont souvent des coffres relais ou qui sont souvent fermés à clé. Bon, la plupart du temps, ce sont des vols. Il n'y a pas de violence particulière envers les postiers. Par contre, il y a pas mal de témoignages en direct, hélas, de postiers de ces violences-là. Et donc, effectivement, c'est assez traumatisant pour les facteurs et les factrices notamment de se retrouver dans ce genre de situation. Mais il n'y a pas il y a de temps en temps, bien sûr, qu'il y a des cas où ça glisse jusqu'hélas à l'agression physique. Mais enfin, c'est quand même excessivement rare. Voilà. C'est rare, mais on vous entend donc dire que c'est rare, que ça existe depuis un certain temps, que des mesures avaient déjà été prises. Vous nous préciserez peut-être lesquelles d'ailleurs. Du coup, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ces postiers décident d'arrêter de livrer les colis. Pourquoi ça n'a pas été fait peut-être plus tôt? Alors, sur le courrier ordinaire, la distribution à la Bricarde, elle est faite très matinale. C'est-à-dire que vous évitez en fait de rentrer à des heures sensibles, tout simplement, une mesure de précaution qui est plutôt simple et qui est plutôt efficace. Pour ce qui est des colis, là, permettez-moi de vous dire à nouveau qu'on a perdu la main sur la distribution des colis et que donc on ne sait pas ce que l'entreprise sous-traitante, ce que le contrat de la Poste avec cette entreprise sous-traitante prévoit. Ça nous prive de toute action, comprenez? C'est ça le problème qu'on rencontre. Alors que je dirais que sur les objets recommandés, sur les objets qui sont transportés comme des lettres par les facteurs du 15e arrondissement, on n'a pas ce type de problème. C'est vraiment les colis. Le problème, c'est vraiment les colis. Le problème, c'est de s'être dépossédé de la distribution des colis, puisqu'on l'a sous-traité. Donc on l'a plus en main. On est prisonnier. Et donc, il n'y a pas d'alternative pour les habitants. On entendait des témoignages tout à l'heure de gens qui se disaient, en gros, nous, on paie les conséquences de ça. On n'a pas la possibilité de recevoir nos courriers, nos colis. C'est que je dois être un très mauvais avocat, parce que tout ce que je viens de dire plaide pour la seule mesure à prendre en pareil cas. C'est de posséder à nouveau la distribution du 15e et donc de remettre dans les moyens propres de la Poste, qui sait, avec ses agents missionnés de service public, qui sait faire la distribution dans des conditions qui permettent la sécurité et la sûreté. Donc c'est la seule mesure à prendre. C'est arrêter la sous-traitance du 15e arrondissement. Et à qui faites-vous cette demande? Alors qui peut vous aider dans cet accomplissement? Mais je pense que c'est en réalité très simple, puisque le ministre de l'économie et des finances et la commission économique nomme le président directeur général de la Poste. Il y a donc en totale concertation, là, tout de suite, immédiatement, la possibilité de prendre cette décision. Il appartient effectivement au pouvoir public et donc c'est à eux, principalement, qu'on fait la demande de réintégration dans notre giron propre, dans tous les sens du terme, des colis. Parce que je vous passe, excusez-moi, mais quand même, sur quand même une illégalité patentée sur tout ce qui est contrat de travail, sur tout ce qui est droit du travail, sur tout ce qui est état des véhicules, conformité des véhicules par la sous-traitance. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, nous, on ne veut plus de ça. Et on ne veut plus tout ce qui va avec, effectivement. Et donc, on veut remettre un pied, comme ça a été le cas dans le 14e, au Micocoulier, à Fontvert, dans des quartiers où Campagne-la-Rousse, où on ne mettait plus les pieds. Ben, on les remet. Parce qu'on a repris en main la distribution du service public postal. Mais je vous en prie. Merci Yann Kébizé. On a compris en effet le problème que vous rencontrez et donc votre appel lancé aux autorités cet après-midi donc pour vous aider dans ce quartier notamment. On ouvre à présent notre volet consacré à la crise énergétique, notamment liée à l'invasion russe en Ukraine. Le géant russe Gazprom a annoncé hier que le gazoduc Nord Stream 1, censé reprendre ses livraisons de gaz à l'Europe ce matin, restera donc complètement à l'arrêt jusqu'à une date encore indéfinie. En cause d'une fuite supposée dans une turbine, une pièce à réparer selon Moscou, mais qui serait bloquée à l'étranger à cause des sanctions internationales contre la Russie. C'est ce que dit Gazprom. On voit ça avec Aurore Villemur. L'annonce a été faite hier soir par le géant russe Gazprom. L'arrêt du gazoduc Nord Stream se poursuit.
Au cours d'un contrôle technique, des fuites d'huile auraient en effet été découvertes dans une turbine. Dans un enregistrement audio, le porte-parole du Kremlin se justifie. Ce n'est pas la faute de Gazprom. La fiabilité du fonctionnement de l'ensemble du système est menacée. Les livraisons de ce gazoduc qui relie la Russie au nord de l'Allemagne sont donc suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une décision injustifiée pour le fabricant de turbines Siemens Energy. Une telle constatation ne constitue pas une raison technique pour arrêter les opérations. Par le passé, l'apparition de ce type de fuite n'a pas entraîné l'arrêt des opérations. En réalité, cette décision intervient quelques heures après l'annonce des pays du G7 qui se sont mis d'accord pour plafonner les prix du pétrole russe. Un rebondissement qui accentue donc l'angoisse des Européens, prêts à tout pour éviter une crise énergétique cet hiver. On peut remarquer simplement que la Russie joue beaucoup avec nos nerfs, si on veut utiliser cette expression simple. Il n'y a pas certainement de raisons véritablement techniques, il y a des raisons politiques. Le Nord Stream, c'est le gazoduc qui alimente en particulier l'Allemagne. Il peut apporter jusqu'à 50 milliards de mètres cubes. C'est quand même une proportion importante de l'alimentation européenne. Selon ce spécialiste, de nombreuses industries européennes risquent d'être affectées. Et face à ce risque de pénurie de gaz, les pays européens s'organisent. Les pays les mieux dotés en termes de stockage de gaz, vous allez le voir, sont le Portugal avec 100% de stockage et la France, 92%. Il y aura donc du gaz cet hiver, comme l'annonçait hier la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Quant au ministre délégué au budget Gabriel Attal, il précise que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement serait maintenu en 2023. On va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi? C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et c'est pas incompatible. Et 24 milliards, le bouclier. Et on peut trouver, 24 milliards en 2022. On peut trouver un point d'équilibre qui nous permet de tenir nos finances publiques parce que dépenser sans compter, à la fin, c'est taxer pour rembourser. Et ça, on veut l'éviter aux Français. Et donc, on est passé, je l'avais eu l'occasion de le dire, du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. On est obligé de faire des arbitrages et de prendre des décisions. Et on en parle avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Anne, c'est la première fois qu'un bouclier tarifaire est évoqué pour 2023. Oui, on avait déjà eu quelques indices qui avaient été donnés notamment par le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui disait, notamment s'agissant de l'électricité, il n'y aura pas de rattrapage en 2023 du plafonnement qui a eu lieu en 2022. Elisabeth Borne, elle, première ministre, disait nous garderons des dispositifs pour amortir les prix de l'énergie et des aides ciblées pour les plus fragiles, mais rien d'aussi clair que ce qu'a prononcé ce matin le ministre du budget Gabriel Attal. En effet, donc maintien du bouclier, mais allégé, vous l'avez bien entendu dans la bouche du ministre, c'est-à-dire qu'à partir de janvier 2023, le bouclier ne pourra plus compenser toutes les hausses du prix de l'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement est pris entre trois feux. Le premier d'abord, c'est qu'il est très difficile de maintenir le bouclier tel qu'il est. Pourquoi? D'abord parce qu'il coûte extrêmement cher, plusieurs milliards. Aussi parce que, il y a déjà l'éponge du quoi qu'il en coûte, qui pèse toujours sur les dépenses publiques. Et puis aussi parce qu'il risque d'impacter le futur. En clair, on donnerait d'une main ce qu'on reprendrait d'une autre un peu plus tard. C'est-à-dire que à ces aides actuelles succéderaient un peu plus tard des taxes pour essayer de financer tout cet argent que l'État a donné aux consommateurs. Deuxième raison quand même, il est très difficile aussi de ne pas maintenir le bouclier. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2023, il n'y a aucune chance, à partir de janvier, que les prix de l'énergie repartent à la baisse. On voit bien aussi le contexte diplomatique qui appuie sur ces décisions franco-françaises. Bruno Le Maire l'a dit lui-même, si en 2022, il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire, les factures de gaz et d'électricité auraient tout simplement doublé. Puis deuxième risque pour l'exécutif, c'est aussi un risque d'effondrement de la consommation des Français, parce qu'évidemment, quand les Français auraient à payer des factures d'électricité ou de gaz qui auraient doublé, ils arrêteraient de consommer. Arrêt de la consommation égale arrêt de la production, et donc récession, donc arrêt de la croissance française, et ça impacterait aussi les finances publiques. Donc, ce qui a été trouvé, c'est un bouclier entre deux, compensé mais pas tout. Envoyer le signal aux Français que l'État ne les lâche pas dans cette période difficile, mais les préparer aussi d'une certaine façon au fait qu'à partir de janvier, quoi qu'il arrive, il y aura quand même des hausses d'électricité et de gaz. Si tout est maintenu en l'état, évidemment, c'est-à-dire si la situation internationale n'évolue pas d'ici là. Merci Anne-Sora Dubois pour ces précisions. On l'a donc compris, les prix de gros de l'énergie explosent, ce qui contraint par exemple certaines industries à des décisions radicales. Ainsi, la célèbre verrie Duralex, qui doit porter à très haute température le sable pour le transformer en verre, va devoir fermer tout simplement son four pendant 4 mois cet hiver. Reportage à La Chapelle-Saint-Mémin, près d'Orléans. Anaïs Krouz, Camille Fournier et Clément Gauvin. De cette cheminée, il ne sortira bientôt presque plus aucune fumée. À partir du 1er novembre,
Les 250 employés de l'usine Duralex vont devoir quitter leur poste pour une durée minimum de 4 mois. Tous mis au chômage partiel. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, on n'est pas préparé. Et ce qui est marrant, c'est que personne n'a réussi à anticiper. Vous pourrez demander à n'importe quel ouvrier ici, qu'ils soient intérimaires, CDI ou à contrat particulier, c'est compliqué à envisager la suite. Car en quelques mois, le prix de l'électricité a été multiplié par 22 pour cette usine, ce qui représenterait désormais 40% de son chiffre d'affaires. Impossible pour cette entreprise, spécialisée dans le verre trempé, de continuer à faire tourner son four à près de 1500 degrés. Il va donc être mis en veille, mais continuera de fonctionner au ralenti, puisqu'un arrêt total ne lui permettrait pas de redémarrer. Seule solution pour économiser 50% de l'énergie consommée habituellement. On ne produira plus d'articles. Par contre, on va continuer à avoir le four qui va être en fonctionnement. Les dirigeants réfléchissent désormais à des énergies alternatives. De nombreux efforts ont été faits pour diminuer la consommation d'énergie. D'ailleurs, en une année, nous avions déjà réduit de 20% nos consommations. Un certain nombre d'initiatives sont également en cours. On réfléchit au four de demain avec l'hydrogène, le biogaz, mais ce sont des projets de longue haleine. L'entreprise Duralex affirme cependant disposer de stocks suffisants pour continuer de livrer tous ses clients durant les prochains mois, en espérant redémarrer sa production dès la fin de l'hiver. En Ukraine, les experts de l'AIEA sont toujours en mission d'inspection à la centrale nucléaire de Zaporijia, au sud du pays, occupée par les troupes russes. Les abords de cette plus grande centrale européenne continuent d'être régulièrement bombardés. L'Ukraine et la Russie se renvoient la responsabilité de ces tirs. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé aujourd'hui à son homologue russe la médiation de la Turquie pour aider à résoudre la crise autour de cette centrale. Mathias Arez, vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine. Hier, pourtant, l'armée ukrainienne a reconnu avoir frappé une position russe toute proche de cette centrale nucléaire. Une première. Oui, c'est la première fois que l'armée ukrainienne reconnaît avoir touché à proximité de la région, de la centrale nucléaire de Zaporijia. Hier soir, dans sa communication officielle, l'armée ukrainienne précisait toutefois avoir touché la région d'Energodar, sans dire s'il s'agissait précisément de la ville d'Energodar où se trouve donc cette centrale nucléaire. Ces frappes ont donc atteint 3 systèmes d'artillerie russes, faisant au passage plusieurs victimes parmi les soldats adverses. Cette reconnaissance officielle, elle a rapidement donné du grain à moudre à la presse russe qui s'est dépêchée de la relayer en disant que c'était également la reconnaissance que depuis plusieurs semaines, c'est bien l'Ukraine qui cible la centrale nucléaire de Zaporijia où se trouve donc en ce moment la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique. De l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette contre-offensive dans le sud du pays, eh bien, elle inclut ces frappes sur la région d'Energodar, comme le révèle l'Institut des études de guerre, puisqu'hier, d'autres raids ont été menés cette fois dans la région de Kherson, faisant notamment des victimes parmi les soldats russes, des dégâts matériels et notamment un dépôt de munitions adverses. Merci beaucoup Mathias Arez à Kiev pour BFM TV avec Sonia Reynaud. Et de l'autre côté de la frontière en Russie, ce sont des funérailles minimalistes qui ont lieu aujourd'hui en guise d'adieu à l'ancien président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, décédé il y a 4 jours. Oui, des obsèques à la maison des syndicats ouvertes au public, mais sans hommage national, en l'absence de Vladimir Poutine et sans dirigeant international, en dehors du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Bonjour Maria Semenova, vous êtes journaliste indépendante russe à Moscou. Dans un second temps de ces cérémonies, Mikhaïl Gorbatchev sera enterré au cimetière de Novodevichy. Racontez-nous. Oui, au cimetière de Novodevichy, surnommé le père Lachaise russe, où sont déjà enterrés Nikita Khrouchtchev et Boris Yeltsin, va se reposer Mikhaïl Gorbatchev à côté de sa femme bien-aimée Raïsa Gorbatcheva, morte en 1991. Contrairement aux autres grandes personnalités politiques russes, enterrées en grande pompe, le dernier dirigeant de l'URSS ne fut amené que par la porte secondaire du cimetière et que quelques centaines de personnes sont venues se recueillir là-bas. Le président russe Vladimir Poutine fut le grand absent. Ces funérailles modestes montrent bien la condamnation du président russe envers le dernier dirigeant de l'URSS qui tient responsable de la chute du grand empire soviétique. La faible affluence populaire aux adieux avec Mikhaïl Gorbatchev est surtout due à la peur. Pour l'héritage le plus cher au cœur des Russes, la liberté se réduit à vue d'œil dans ce pays.
Merci beaucoup Maria Semenova pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité de ce samedi, ces parents de 10 enfants interpellés à Noyelles-sous-Lens, c'est dans le Pas-de-Calais. Ils sont accusés de maltraitance par l'un de leurs enfants. Yael Kahn, vous êtes sur place pour BFM TV. Les faits reprochés sont très graves et sordides. Oui, car quand les policiers sont intervenus dans la maison qui se trouve juste derrière moi, ils ont fait 7 découvertes. 2 enfants âgés de 2 et 5 ans ligotés sur leur chaise haute, couverts d'excréments. Les enquêteurs ont fait le constat que le plus jeune avait des retards de motricité et d'élocution et les enfants ne pouvaient descendre de leur chaise que quand les parents le décidaient et le plus jeune n'aurait d'ailleurs jamais touché le sol. Alors, cette fratrie est en tout composée de 10 enfants. Tous auraient vécu dans des conditions déplorables depuis des années, fessées, ligotage, privation de liberté. Ils étaient scolarisés, mais certains d'entre eux étaient peu assidus à l'école. Et c'est l'aîné, âgé de 24 ans, qui, après avoir été mis dehors par son père, a poussé la porte du commissariat de police pour porter plainte. Une enquête a alors débuté. Les voisins que l'on a pu rencontrer sont choqués, notamment une mère de famille. Son fils était à l'école avec l'un des enfants. Je vous propose de l'écouter. Ouais, j'étais choquée de ça, d'apprendre, quoi, parce que ils n'avaient pas l'air d'être méchants comme parents, quoi, parce que ils disaient ils étaient bien polis, ils me voyaient à l'école, c'était bonjour, voilà, quoi. Ah non, pas du tout, parce que même il y a des moments, je les attendais jouer dehors. J'endormais mon fils à 8h et je les attendais jouer dehors, les enfants. Celui qui était dans la classe de mon fils, oui, parce que je voyais le papa souvent aller le rechercher. Celui qui était dans la classe de mon fils, oui, allait apparemment régulièrement. Les parents âgés de 44 et 40 ans ont été placés en garde à vue pour violence sur mineur par ascendant et soustraction aux obligations légales. Ils ont reconnu les faits, ont été présentés à un juge avant d'être placés sous contrôle judiciaire. Les enfants font, eux, l'objet d'un placement provisoire. Merci Yael Kahn, en direct donc, du Pas-de-Calais avec Charlotte Fleury pour BFM TV. On va aux États-Unis à présent pour le 2e essai de cette mission de retour sur la Lune, Artemis aux États-Unis. Après l'annulation du lancement de la fusée SLS et de sa navette Orion lundi dernier pour raisons techniques, c'est ce soir, donc à 20h17 précise heure française, qu'une nouvelle tentative aura lieu. À suivre en direct sur BFM TV, ne manquez pas ce rendez-vous. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont déjà prêtes à assister à ce moment historique près de Cap Canaveral en Floride. On voit ça avec Antoine Eulard. Il a garé son camping-car juste en face du pas de tir. Le pas de tir 39B, il est là-bas de l'autre côté de la rivière, à 15 km d'ici. David campe ici depuis 3 jours pour être certain d'avoir la meilleure place. C'est le retour des États-Unis sur la Lune. C'est quelque chose de patriotique pour moi d'être ici. Et puis ce sera spectaculaire à regarder. Au total, 400 000 personnes sont attendues pour ce décollage historique. Le premier vers la Lune depuis plus de 50 ans. Marc a parcouru 2000 km. Il n'aurait raté ça pour rien au monde. J'attends ce moment depuis que je suis enfant. Cette fusée, c'est la plus puissante jamais lancée. Ça va être un sacré spectacle. Un peu plus loin, cette vendeuse de souvenirs se prépare au grand rush. Ce sont des t-shirts avec le logo Artemis. Ils sont beaux, non? $20 seulement. Elle en a déjà vendu plus de 300. Jamais elle n'avait vu une telle effervescence. Lundi, on était déjà en rupture de stock. J'ai dû en urgence commander des t-shirts sur Amazon, puis les imprimer mercredi. Et voilà, on est prêt à vendre plus de t-shirts. Tous espèrent désormais que le décollage se passera sans accroc. En cas de nouvel échec, la NASA a déjà prévu une autre fenêtre de tir. Ce sera lundi prochain. Voilà pour cet événement, donc à ne pas manquer ce soir sur BFM TV. Un autre événement cette fois-ci que vous pourrez voir ce soir sur RMC Sport. Pour la première fois dans l'Hexagone, la plus prestigieuse organisation de MMA s'installe à Paris. 5 Français, dont Cyril Gane, seront sur la scène de ce sport de combat extrême, le MMA, une star mondiale de ce sport. Je vais donner le meilleur de moi-même, comme d'habitude, vous me connaissez. En tout cas, je compte vraiment sur vous pour faire comprendre à l'UFC, à Dana, au monde entier, qu'on fait partie de la planète MMA. Vraiment, vous êtes super. Et je compte vraiment sur vous, vraiment. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, Cyril Gane, vraiment l'une des stars à suivre donc sur RMC Sport ce soir. La MMA. Tout de suite, la météo. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? La météo avec l'adresse.
Assez de changer de mode de chauffage. Gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Et après les orages de la journée d'hier, de la soirée d'hier, de la nuit, eh bien, retour au calme progressivement dans le courant de ces prochaines heures. Là, vous le voyez, on a quand même cette très belle dépression ici au large de l'Atlantique qui va avoir plusieurs conséquences. Elle va déjà véhiculer sur le pays de l'air plus chaud et elle va aussi apporter sur la pointe bretonne quelques précipitations. On les voit ici qui vont arriver donc sur la pointe bretonne. Ce sera surtout pour demain matin, ces pluies qui seront même assez soutenues, qui frôleront jusque sur la pointe du Cotentin. Partout ailleurs, vous le voyez, le soleil sera de retour. Alors ici ou là, on pourrait avoir quelques brouillards, quelques plaques de grisaille, des entrées maritimes toujours, mais essentiellement des nuages sur le golfe du Lion, une petite averse possible sur la Côte d'Azur. Et dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver ces très larges éclaircies et toujours cette perturbation qui a vraiment du mal à rentrer sur le pays dans ce flux de secteur sud. Avec ces températures, on va le voir, qui vont remonter. On aura peut-être quelques averses orageuses ici entre le Poitou-Charentes, le Limousin, toujours des entrées maritimes sur le golfe du Lion, mais en atténuation par rapport au matin. Et puis un coup d'œil donc à vos températures qui vont remonter déjà demain pour ce dimanche. Alors en matinée, elles seront en baisse au nord. On attend 10 à Reims, 15 à Paris, 15 à Lille. Il fera 14 degrés à Grenoble, 16 degrés sur la côte aquitaine, encore 21 à Nice. On est toujours au-dessus des 20 degrés, donc toujours des nuits qui restent tropicales, des nuits chaudes. Demain après-midi, regardez, le mercure grimpe. On attend jusqu'à 33 degrés à Bordeaux, 28 à Paris. La valeur la plus basse sous les pluies, 21 degrés. Ce sera du côté de Brest. Un rapide coup d'œil à votre journée de lundi avec ensuite cette dépression large de l'Atlantique va nous apporter plusieurs vagues orageuses, en tout cas un temps instable, un temps orageux sur le pays. On va conserver lundi des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? C'était la météo avec l'adresse. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupe Verlaine. Les lunettes intelligentes, vous connaissez? Ce sont des lunettes avec un appareil photo intégré pour prendre des photos et des vidéos. Comment savoir quand je dois prendre la pause? Bonne question. Si quelqu'un s'apprête à prendre une photo ou une vidéo, vous le verrez faire ça. C'est aussi simple que ça. C'était un message de Meta et Decilor Luxottica. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Deliveroo présente. À chacun son rituel. Vous avez commandé Deliveroo. Il n'y a plus qu'à ajouter votre touche finale. Parfait. On se fait un Deliveroo? Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Retour à l'instinct primaire, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Ça capte. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec Bibox Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, opérateur numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Eh frérot, t'as encore changé de mode de chauffage? Et c'est l'isolation par l'extérieur. Ma mère s'est inscrite sur groupeverlaine.com. Il s'occupe de tout, même des aides. Pour notre maison, elle ne paie que 79 € par mois. Ils lui ont même refait ses façades. Groupe Verlaine, on t'aime. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Dyson détecte la poussière invisible à l'œil nu sur les sols durs. Et son puissant moteur hyperdymium capture les particules microscopiques. Pour un intérieur plus propre et plus hygiénique. Dyson révèle la poussière invisible dans le format qui vous convient. Profitez des Dyson Days pour économiser jusqu'à 120 € dans nos points de vente et sur Dyson.fr.
À la Caisse d'épargne, on sait que 29% des jeunes actifs vivent encore chez leurs parents. 29% qui doivent supporter leurs manies, leurs loisirs, leurs règles et même leur humour. 29% à qui la Caisse d'épargne propose des solutions avantageuses pour prendre leur indépendance. Caisse d'épargne, vous être utile. Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, à 15h, la Russie prolonge l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1, vital pour l'approvisionnement de gaz des Européens. Gazprom évoque des fuites d'huile sur une turbine. Y aura-t-il des coupures de gaz cet hiver en Europe? On va en parler dans ce journal, notamment avec notre invité, Patrick Martin-Jeunier. Dans l'actualité également, cette fin de cavale pour l'escroc anglais en fuite après l'inspection de son élevage canin dans la Creuse il y a 9 jours. Robert Andy Frigart avait blessé 2 gendarmes. Il a été interpellé hier en Belgique. Tous les détails sur son arrestation dans ce journal. Et puis près de 2 millions de visiteurs attendus sur le week-end et moules frites, des stands en tout genre. La braderie de Lille fait son retour après 2 ans d'absence. Les moules frites, tiens justement, on partira sur un stand dans un instant avec Anne-Sophie Varmont. L'Europe sera-t-elle privée de gaz cet hiver? C'est la grande question qui se pose alors que la Russie, via le géant Gazprom, a annulé la réouverture du gazoduc Nord Stream 1. Gazprom a indiqué avoir découvert des fuites d'huile dans une turbine. On en parle avec notre invité qu'on accueille sur ce plateau, Patrick Martin-Jeunier. Bonjour. On est ravi de vous retrouver, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Quelles conséquences après cette décision, selon vous? Alors ça va évidemment encore détériorer encore plus la crise de l'énergie sur le gaz et évidemment sur l'électricité par ricochet. C'était attendu, c'était écrit d'avance. Depuis cet été, les Russes cherchent à nous couper le gaz. Il y a eu une polémique sur cette turbine qui est en réparation au Canada, qui devait être rapatriée en Allemagne et qui a mis du temps à être rapatriée. Et ensuite, il y a eu ce problème de fuite de gaz, de technique. Mais surtout cette semaine, il y a eu la décision de l'Union européenne et de Ursula von der Leyen, la présidente, de dire nous allons mettre un plafond au gaz, au prix du gaz, de telle sorte que la Russie, le Kremlin, ne puisse pas voir ses recettes augmenter alors qu'il y a une crise de l'énergie. Il est hors de question que l'on fasse là. Les ministres l'ont décidé, les ministres de l'énergie ont pris des mesures. Ursula von der Leyen l'a réitéré cette semaine et comme par hasard, c'est aujourd'hui, hier, que Gazprom décide de ne plus alimenter l'Europe en gaz naturel. Et puis il y a aussi cette déclaration du Kremlin qui affirme que ce sont les sanctions des Occidentaux à l'encontre de certains biens, notamment de la Russie, qui ont empêché la livraison d'une des pièces nécessaires à la réparation de cette fuite dans ce gazoduc. Une façon, encore une fois, de renvoyer la faute aux Occidentaux? Absolument. Un problème de pièces détachées existe. Ça peut être possible dans la mesure, effectivement, où l'embargo touche beaucoup de biens d'équipement, de pièces détachées qui vont en Russie. Mais la Russie n'arrête pas de dire qu'ils ont les meilleurs ingénieurs du monde, donc ils sont capables de trouver une pièce de remplacement. Mais effectivement, c'est renvoyer la balle à l'Occident en disant vous nous privez d'un certain nombre de biens, des biens d'équipement, notamment des pièces détachées. Cela a des conséquences sur Nord Stream 1 et par conséquent, eh bien, dans un premier temps, nous devons réviser, nous devons réparer et donc nous devons couper de façon indéterminée, pour une durée indéterminée, l'alimentation en gaz naturel. Donc c'est une façon effectivement de dire à l'Occident c'est de votre faute. C'est aussi peut-être une façon d'essayer d'accroître encore plus la fracture sociale au sein de nos pays dont on sait qu'ils vont subir des conséquences très importantes dans l'Union européenne. Ça se passe également au Royaume-Uni. C'est aussi une façon d'appuyer certains partis d'extrême droite en Europe qui disent partout, que ce soit en Allemagne, en France, voire en Italie, qu'il faut cesser les sanctions contre la Russie. Le fabricant allemand de turbines, Siemens Energy, estime lui qu'une fuite d'huile ne peut pas à elle seule justifier l'arrêt de gazoduc. Alors comment réagissent les pays européens, l'Allemagne notamment? On imagine que c'est l'inquiétude là-bas. Réaction donc racontée et rapportée par notre correspondante sur place à Berlin, Violette Bonnebar. Alors de l'inquiétude, on en ressent parmi les classes populaires et moyennes allemandes. On s'interroge s'il y aura assez de gaz pour tout le monde cet hiver ou si les prix ne seront pas tellement si élevés qu'en fait ce sera impossible de les payer à cause de cette nouvelle, cette aggravation du manque de gaz. Les factures déjà, on s'attend à une augmentation des factures, une multiplication par 4. Cette inquiétude, on la
ressent également dans les milieux économiques, notamment la chimie, la pharmacie, la métallurgie, autant de secteurs clés pour la première économie d'Europe, des secteurs clés qui commencent déjà à se mettre au ralenti, moins 10% de production dans la chimie depuis le début de l'année. Et hier, par exemple, eh bien, le grand groupe sidérurgique ArcelorMittal a annoncé la mise à l'arrêt de 2 hauts fourneaux en Allemagne, à Hambourg et à Brême. Pour autant, du côté des autorités, le message, eh bien, c'est pas de panique. Le communiqué de presse qui a suivi l'annonce de Gazprom hier a été très sobre. Ici, on rappelle eh bien, en fait, les progrès qui ont été effectués depuis le début de la guerre en Ukraine. Avant la guerre, l'Allemagne était dépendante à 55% du gaz russe. Aujourd'hui, on est tombé sous la barre des 10%. Par ailleurs, les réservoirs de gaz se remplissent plus vite que prévu grâce à la solidarité européenne. Et puis, le gouvernement a lancé un vaste plan de solidarité pour économiser le gaz. Et puis, des aides très attendues, bien sûr, doivent être prochainement annoncé pour aider les entreprises et les ménages. Le chancelier Olaf Scholz se veut donc rassurant. L'Allemagne est bien mieux préparée. L'Allemagne, dit-il, est en bien meilleure position que ce qui était envisagé il y a encore quelques mois pour faire face à cette pénurie de gaz en provenance de Russie. Alors on l'a entendu avec Violette Bonnebain, les autorités allemandes se disent rassurantes quant au stockage. On va revoir ces chiffres de gaz en Allemagne. 84% de stocks sont déclarés. On voit qu'en France, on en est à 92%, alors qu'on est à moins de 50% par exemple pour la Lettonie. Patrick Martin-Genier, est-ce que si ces coupures de livraison de gaz se poursuivent, de gaz russe, la Russie, est-ce qu'elle peut réellement réussir à faire plier le reste des pays européens? Est-ce que, en gros, l'Europe peut être privée de gaz cet hiver? Écoutez, c'est vrai que les gouvernements sont rassurants. On a vu le président de la République, Emmanuel Macron, lors de ce Conseil de défense énergétique, nous dire que la France était prête, que les réservoirs étaient pleins à 90-95%. Donc c'est tout à fait rassurant. C'est rassurant aussi pour l'Allemagne. Il a été dit que le gouvernement avait tenté de rassurer la population. Mais il est vrai que le fait qu'il va y avoir des réductions de livraison dans le gaz entraîne des augmentations du prix d'électricité et que les factures vont augmenter. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est les difficultés sociales pour les ménages les plus modestes qui vont subir le contre-coup, le plein fouet de ces augmentations du prix de l'énergie. Je regardais avant-hier soir au Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais enfin on est quand même voisins, que dans certaines maisons de retraite, les factures allaient augmenter de 400% et que certaines envisageaient de ne plus pouvoir chauffer les résidents. Donc c'est le genre de choses qui doit éventuellement, qui peut nous arriver, même si dans le plan d'économie d'énergie, il a été dit que certains secteurs devaient être prioritaires, tels que les hôpitaux, les services publics, les maisons de retraite, mais on n'est pas à l'abri de certaines coupures de gaz, voire d'électricité, si jamais, effectivement, il y avait une vraie rupture. Le gouvernement français indique, lui, qu'il y aura du gaz cet hiver. Le gouvernement qui se veut rassurant. Le ministre délégué au budget, Gabriel Attal, indique aussi que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement sera maintenu en 2023. Écoutez. On va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi? C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et c'est pas incompatible. Et 24 milliards, le bouclier. Et on peut trouver, oui, 24 milliards en 2022. On peut trouver un point d'équilibre qui nous permet de tenir nos finances publiques parce que dépenser sans compter, à la fin, c'est taxer pour rembourser. Et ça, on veut l'éviter aux Français. Et donc, on est passé, je l'avais eu l'occasion de le dire, du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. On est obligé de faire des arbitrages et de prendre des décisions. Un bouclier tarifaire donc, qui va être maintenu en 2023. Patrick Martin-Genier, quelle est la spécificité de la situation française par rapport au reste des autres pays européens? Alors en France, nous avons la chance d'avoir un État interventionniste qui intervient avec ce bouclier tarifaire. On l'a bien vu encore aujourd'hui avec la baisse des prix du carburant. C'est effectivement un État qui intervient et qui ne veut pas effectivement se laisser déborder par les hausses des prix. Contrairement à d'autres pays, nous sommes un régime interventionniste, colbertiste. L'État intervient plus. C'est ce que j'appelle l'État providence. Il intervient pour protéger les Françaises et les Français, alors qu'au Royaume-Uni, on est dans une logique purement libérale et que la difficulté, c'est que l'État ne veut pas contrer l'augmentation des prix, comme en Belgique. Et donc, il y a un mouvement d'ampleur, un mouvement de protestation sociale, de mécontentement dans ces pays. Certains pays, comme au Royaume-Uni, disent qu'ils ne pourront plus payer la facture. Il y a même des mouvements de désobéissance civile. Et donc, on a même vu en France un maire que vous aviez interrogé qui a dit qu'il ne pourrait plus payer les factures de sa commune. Il va falloir
chauffer les écoles, les équipements sportifs. En Allemagne, les douches dans les équipements seront froides. Et donc, on a la chance quand même en France que l'État est bien plus présent qu'ailleurs. Vous avez fait la transition, Patrick Martin-Genier, parce que regardez, on va y venir à ces communes. Les prix de l'énergie devraient continuer d'augmenter dans les prochains mois. Alors pour y faire face, eh bien, certaines communes ont d'ores et déjà décidé de faire tourner leurs infrastructures au ralenti. Oui, par exemple des musées, des piscines, des équipements et services municipaux qui pourraient être amenés à fermer. C'est déjà le cas dans certaines villes. Reportage d'Hugo Smag et de Paul Lang. Des musées fermés 2 jours par semaine au lieu d'un à Strasbourg. Décision prise par la mairie d'abord en raison d'un manque de personnel. Mais avec la crise énergétique, la mesure va permettre aussi de faire de précieuses économies. Alors, dès octobre, il faudra se faire au nouveau créneau d'ouverture. Nous avons opté pour les mesures, on va dire, les moins impactantes possibles, les moins impactantes en tenant compte de la répartition de la fréquentation sur la semaine. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour le mercredi et le jeudi et non pas le vendredi. En fermant plus souvent ses musées, la mairie veut faire baisser sa facture de gaz. Et il y a urgence. En l'absence de mesures prises, celle-ci pourrait être multipliée par 5 l'année prochaine, passant de 12 à 60 millions d'euros. D'autres municipalités ont d'ores et déjà pris des précautions similaires, comme ici dans l'Hérault, où les piscines seront désormais fermées 1 jour et demi par semaine, avec à la clé des économies estimées à 320 000 euros sur l'année. Une mesure qui ne plaît pas à tous les riverains. C'est vrai qu'on a besoin de faire des économies, mais est-ce qu'en fermant une piscine, ça rapporte davantage? Il y a d'autres façons de faire que de fermer les piscines et tout ça, quoi. Il y a peut-être d'autres procédés à faire, quoi. Il faudrait voir. Avec un prix du gaz qui pourrait être multiplié par 5, la ville de Barentin en Normandie tente elle aussi de limiter ses dépenses. Cette fois-ci, ce sont les écoles qui sont concernées. Les salles de classe vont être chauffées différemment pour réduire les coûts. L'objectif que nous avons, c'est d'ici quelques semaines, c'est de raccorder 2 écoles de la ville à une chaufferie bois. C'est 6 fois moins cher que le gaz au jour d'aujourd'hui. Et de toute façon, on voit bien que la tendance actuelle, elle est quand même à l'augmentation du prix du gaz. Donc c'est aussi une assurance pour durer. D'autres villes comme Lille ont déjà annoncé vouloir diminuer l'éclairage extérieur et mettre à l'arrêt les fontaines publiques. Objectif, diminuer la consommation d'énergie de 10%, comme annoncé par le gouvernement. On évoque à présent la situation en Ukraine. L'Ukraine qui a reconnu avoir frappé une base russe près de la centrale de Zaporizhzhia. La visite des experts internationaux, elle, se poursuit et 2 agents de l'AIEA restent sur place selon le patron de l'agence. La centrale qui est toujours aux mains des troupes russes. Et puis on l'a appris aujourd'hui, Patrick Martin-Genier, le président turc Recep Tayyip Erdogan qui propose à Vladimir Poutine une médiation turque pour aider à résoudre la crise autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Écoutez, il a parlé de pouvoir être facilitateur. On ne voit pas bien ce qu'on peut faciliter au sein de cette centrale nucléaire. Les responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont eu un grand courage de se rendre sur place sous les bombardements, mais on a bien vu que Raphaël Grossi n'était resté que quelques heures et que donc ils ont été guidés par donc des représentants de l'administration russe. Ils n'ont pas été libres, ils ont été manipulés. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le gouvernement ukrainien. Et enfin, 2 experts sont restés un peu plus longtemps. On sait bien aujourd'hui que faciliter la sécurité de la centrale de Zaporizhzhia alors que les consignes de sécurité ont été violées constamment et quotidiennement, ce qu'a dit le directeur général de l'agence, ça va être extrêmement difficile dès lors que les Russes ont dit que de toute façon, ils refusaient de quitter cette centrale nucléaire. Et puis Patrick Martin-Genier, comment interpréter justement cette annonce donc, de l'Ukraine que ses propres forces ont fait une frappe sur une base russe tout près de la centrale de Zaporizhzhia? Écoutez, les Ukrainiens sont tout de même légitimes de défendre leur propre territoire, mais ils ne prennent pas de risques inconsidérés comme la propagande russe voudrait le faire valoir. Ils essayent d'attaquer à proximité et ne pas viser directement la centrale. On ne peut pas reprocher aujourd'hui donc aux Ukrainiens de vouloir reprendre le contrôle de cette centrale, car on sait que les Russes ont fait des pressions psychologiques, des tortures sur le personnel. On sait qu'un personnel est mort. Quelqu'un des services techniques est mort, d'autres ont été torturés, et donc c'est extrêmement difficile, il y a beaucoup de risques. Et donc ils ont le droit, effectivement, de reprendre le contrôle de cette centrale. Alors évidemment, le risque aujourd'hui, c'est de se dire, si on essaye de sécuriser la zone, eh bien ça va être une façon pour les Russes de rester éternellement de cette centrale. Il faut dire une chose très clairement aujourd'hui, c'est que la seule façon de sécuriser la centrale, c'est que les Russes s'en aillent, la quittent, bien évidemment, et les Ukrainiens veulent en reprendre le contrôle, mais ne font pas de frappe, disons, trop risquée. Ils n'auront pas frappé directement cette centrale. C'est risqué, certes, mais ils ont un droit quand même d'en reprendre le contrôle.
Merci beaucoup Patrick Martin-Genier pour toutes ces explications. Alors que la menace d'un incident majeur plane toujours à Zaporijjia, la sécurité civile essaie toujours de sensibiliser la population sur les gestes à faire en cas de problème. Reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Joao Alencar et Jérémy Père. Voici les instructions à suivre en cas d'incident à la centrale nucléaire. Sur le parking d'un centre commercial, la sécurité civile ukrainienne a monté ses 2 tentes bleues. Objectif, informer la population sur les risques nucléaires. C'est vraiment nécessaire de venir, car on apprend des choses ici. Par exemple, comment improviser un masque pour se protéger des poussières radioactives. Et maintenant, ça fait une sorte de masque à gaz en protégeant notre système respiratoire et nos yeux. Une opération qu'il répète 3 fois par semaine. Les gens posent généralement des questions sur les comprimés d'iode. Ils demandent aussi parfois des conseils pour rendre leur appartement hermétique. Ils ont besoin de savoir où se cacher et attendre juste après l'incident. Pour rassurer la population, ce camion a été installé dans la ville. Il permet de mesurer, entre autres, les taux de radiation. Nous pouvons voir ici des informations sur le taux de chlore, la vitesse du vent ou la température. En cas d'incident majeur, ce parking situé à l'est de Zaporijjia est un point de rassemblement pour les habitants si l'ordre d'évacuer est donné. On en vient à présent à cette fin d'une cavale de 10 jours pour Robert Ndifregaert, impliqué dans un refus d'obtempérer dans la Creuse. Cet escroc britannique a été interpellé hier en Belgique, tout près de Bruxelles, à Grand-Brigard. Comment s'est déroulée cette arrestation? On retrouve sur place Dominique Marie. C'est sur cette portion d'autoroute qui a été interpellé en fin d'après-midi Robert Ndifregaert. Il était en fait à bord du véhicule avec lequel, une semaine plus tôt, il avait renversé 2 gendarmes. Un des 2 gendarmes, d'ailleurs, a été grièvement blessé. En fait, c'est en passant la frontière que les policiers belges ont reçu une alerte, parce qu'évidemment, ce véhicule avait été signalé comme potentiellement occupé par cet individu. Il était donc inscrit à un fichier. Et en passant la frontière, il y a un système de caméras qui scanne les plaques d'immatriculation. C'est comme ça que les policiers belges ont eu l'alerte. Et ensuite, la police autoroutière des Flandres occidentales a décidé d'intervenir. Et c'est donc pas très loin d'ici que cet individu a été interpellé sans heurts, nous disent les policiers. Donc rien à voir avec ce qui s'était passé une semaine plus tôt dans la Creuse. Alors, toute cette affaire, évidemment, a pris une ampleur plus importante. Il y a eu un peu plus de sel, si je puis dire, quand on a découvert la semaine dernière que cet homme, en fait, était un escroc notoire au Royaume-Uni. Il arrivait à convaincre des victimes de leur donner de l'argent. Il se faisait passer, en fait, pour un espion anglais, et à tel point que cet homme était tellement manipulateur, il arrivait tellement à avoir une certaine emprise sur ses victimes que Netflix a fait un documentaire sur lui. Le prochain épisode pour cet homme, ce sera un bureau du juge, bureau d'un magistrat ici dans les environs de Bruxelles, et puis sans doute un transfert en direction de la France dans les prochains jours ou les prochaines semaines. L'actualité nous emmène aussi à Marseille. La Poste a dû prendre là-bas une décision radicale. Dans la cité de la Bricarde, un quartier gangrené par le deal, elle refuse de livrer les colis et le courrier. En cause, une violence grandissante avec des règlements de compte et une insécurité pour les facteurs. Les habitants regrettent d'en payer les conséquences. Ça fait 40 ans que je suis là, la Bricarde, ça ne s'est jamais passé, ça. Bien sûr, ça m'étonne quand on commande une commande de linge, ou, vous savez, et qu'on ne le reçoit pas, ben, c'est emmerdant, ouais. C'est emmerdant surtout. Parce qu'on ne reçoit pas à temps les colis, voilà. Encore une fois, la République, elle est plus présente dans nos quartiers. Et c'est vraiment une situation désolante parce que de par les violences, de par l'insécurité dans nos quartiers, c'est nous au final qui payons le prix fort. C'est nous au final qui ne voyons plus les services publics. C'est nous au final qui sommes considérés comme des citoyens de seconde zone. Et ça, c'est vraiment un danger pour les habitants des quartiers nord. Allez, on traverse la France et on va prendre la direction de Lille. Après 2 ans de Covid, c'est le retour de la grande des traditionnelles braderies de Lille, un événement très populaire qui va donc attirer de très nombreux visiteurs, n'est-ce pas? Anne-Sophie Vermont, on vous retrouve sur place pour BFM TV. Et cette fois-ci, vous vous êtes évidemment rendu sur l'une des autres spécificités de cette grande braderie de Lille, les stands de moules et de frites, ingrédients indispensables d'une bonne braderie. Oui,
tout à fait, c'est exactement ça. Regardez, c'est ce que les gens ils sont en train de manger. Alors, par contre, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est qu'il y a la pluie et donc qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, les gens ils sont obligés de dîner en sortant le parapluie. Alors, ce qu'on va vous montrer, ce n'est pas la traditionnelle pyramide de moule, mais ce sont ces sacs. Alors ça, c'est un restaurant qui a mis ça en place. Normalement, c'était le restaurant qui faisait la plus grosse pyramide de moule, mais maintenant, ils mettent ça dans des bacs de recyclage. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant, les coquilles utilisées, mangées lors de la braderie, eh bien, elles sont recyclées pour devenir soit des dalles de carrelage, soit des objets de décoration. Alors, en termes de chiffres, quand même, la braderie, c'est absolument exceptionnel. C'est entre 500 et 600 tonnes de moule. Vous avez bien entendu, entre 5 et 600 tonnes. Il y a certains restaurants, ils ont commandé à eux seuls 10 tonnes. Et quand on demandait à un responsable de la mairie, mais attendez, 10 tonnes, ils vont pas réussir à les vendre. Il nous disait, ah si, faut pas croire, ils vont tout écouler. Et en effet, c'est ce qu'on a observé avec Élisée Boissin. Les gens, ils font la queue dans tous les restaurants pour manger les traditionnels moules frites. Et vous voyez, à cette heure, évidemment, où les gens, ils dînent encore à cette heure-ci, début d'après-midi, eh bien, il y a énormément de monde. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont. La moule frite, évidemment, c'est indispensable pour une bonne braderie de Lille. Entre 500 et 600 tonnes de moules, chiffre vertigineux. Merci Anne-Sophie Varmont qui est avec Alizé Boissin. On en vient à présent à cette image impressionnante, celle d'une baleine, un rorqual précisément, un rorqual commun de 20 mètres de long, échoué sur l'île de Sein en Bretagne. C'est très très rare par sa taille. C'est le second plus grand mammifère sur la planète après la baleine bleue. Les raisons de l'échouage de ce rorqual restent encore inconnues. La mairie de l'île de Sein a interdit la zone au public et à la baignade. Elle recommande également aux navigateurs dans la zone de faire très attention. Et puis on termine avec cet événement, une grande première ce soir. Paris accueille à l'Accor Arena de Bercy une soirée de l'UFC, l'organisateur du MMA, ce sport de combat extrême, avec comme invité principal Cyril Gall. C'est une star mondiale, il est français. Et on voit son portrait avec Antoine Sabardin et Mazia Azé. Representing Paris, France, Cyril Gall. Il suffisait d'entendre la ferveur du public de Bercy hier lors de la pesée pour comprendre l'attente autour de Cyril Gall. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un combattant pareil. Il a l'agilité d'un poids léger alors que c'est un poids lourd. Je pense que c'est l'exemple du champion, très humble. C'est une bonne personne qui représente, je dirais, bien les valeurs françaises. Avant, on avait la chance d'avoir des combattants à l'UFC, mais peut-être un petit peu moins médiatisés. Et là, Cyril, c'est vrai qu'il est arrivé depuis 2 ans comme une météorite dans le sport, quoi. Devenu véritable figure de proue du MMA dans l'Hexagone, à 32 ans, le Vendéen va pourtant disputer ce soir le 12e combat seulement de sa carrière. Il en a remporté 10, dont 4 avant la limite. Et attend avec impatience sa première sortie devant son public. Je vais donner le meilleur de moi-même, comme d'habitude, vous me connaissez. En tout cas, je compte vraiment sur vous pour faire comprendre à l'UFC, à Dana, au monde entier, qu'on fait partie de la planète MMA. Vraiment, vous êtes super. Et je compte vraiment sur vous, vraiment. Merci beaucoup. Moins de 4 ans après ses débuts dans la discipline, le poids lourd d'1m95 pour 112 kg est passé proche du titre mondial en janvier dernier face au Camerounais Ganou. Ce soir, Cyril Gane affrontera le numéro 4 mondial Tai Tuivasa. L'occasion de poursuivre son ascension au sommet du MMA. 15h21, restez sur BFM TV à suivre ces livraisons terminées de colis, de courriers dans un quartier de Marseille à la Bricarde. Décision de la Poste face à la délinquance et aux actes de violence, notamment à l'encontre de facteurs. On vous parle de tout cela dans notre journal dans quelques petites minutes après la pause. À tout de suite.